Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Mohamed Bazoum, confirmé président du Niger, la Cour constitutionnelle a validé l'élection du dauphin de Mamadou Issifou avec 55% des suffrages. Démarrage du dépouillement des votes au Congo-Brazzaville, le vote a été marqué par la coupure d'Internet, compliquant la tâche aux journalistes et même aux observateurs. Et puis en Tunisie, 10 ans après la révolution, le retour à la liberté demeure un leurre. Les militants de la démocratie font toujours face à une sévère répression policière. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé ce dimanche, dans un arrêt, l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président, ce avec plus de 55% des suffrages. Reportage. La Cour constitutionnelle nigérienne a validé et proclamé les résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles du 21 février dernier. Selon ces résultats, Mohamed Bazoum a obtenu 2 490 049 voix, soit 55,66%. Ayant constaté que Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix, la Cour l'a par conséquent déclaré élu président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril prochain. Mohamed Bazoum succède ainsi à Mahamadou Issoufou qui est arrivé au terme de ces 2 mandats légaux. Âgé de 61 ans, Mohamed Bazoum devient le 10e chef de l'État du Niger. L'opposant Mahaman Ousmane, qui a selon la Cour constitutionnelle obtenu 1 983 112 voix, soit 44,34%, conteste toujours ces résultats. Il a revendiqué sa victoire avec 50,3% des voix. Sans plus de précision, la Cour constitutionnelle a dit avoir annulé les résultats de 73 bureaux de vote. Le taux de participation est de 62,91%, des chiffres sensiblement semblables à ceux publiés le 23 février dernier par la Commission électorale nationale indépendante. L'opposant Guy Brice Parfait Kolela, principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche au Congo-Brazzaville, est décédé de Covid-19. C'est lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin. Il est décédé dans l'avion médical qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a annoncé lundi à l'AFP son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanda. On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans certains nombres de localités, a ajouté le directeur de campagne, qui a appelé les partisans de Kolelas à un rassemblement ce lundi. Guy Brice Parfait Kolelas avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Levez-vous comme un seul homme, faites-moi plaisir, je me bats sur mon lit de mort, vous aussi battez-vous pour votre changement. Il en va de l'avenir de vos enfants, avait-il ajouté, opposant historique. Kolela, 60 ans, est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans au pouvoir. Arrivé deuxième à la présidentielle il y a 5 ans, Kolela s'était engagé à libérer les 2 candidats de la présidentielle de 2016 condamnés en 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Le général Jean-Marie Bokoko et André Okumbi Salissa. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche doivent être annoncés dans le courant de la semaine. D'ici là, les autorités congolaises ont coupé Internet dans le pays. Toujours au Congo-Brazzaville, le dépouillement des voix de l'élection présidentielle organisée dimanche 21 mars a commencé aussitôt après la fermeture de bureaux de vote. Un vote organisé sans Internet rendant la tâche difficile, même aux observateurs. Les précisions.
Le processus de dépouillement a commencé dans les bureaux de vote au Congo après une journée d'élection que le président sortant, Denis Sassou Nguesso, compte emporter dès le premier tour face à 6 rivaux qui redoutent des fraudes. Dans l'ensemble, le scrutin n'a pas connu d'incident majeur et n'a pas massivement mobilisé. Comme en 2016, le vote a été marqué par la coupure d'Internet, compliquant la tâche aux journalistes et même aux observateurs. L'Union africaine en a déployé une 20aine au lieu de 60 en raison du coronavirus. L'accès à Internet, mais également au SMS, a été coupé dans la nuit du samedi à dimanche en amont du vote. Les autorités congolaises nient en être à l'origine. Le gouvernement a l'habitude d'assumer ses actes. S'il avait décidé d'une coupure, il l'aurait fait à ciel ouvert et n'a aucun commentaire à faire sur d'éventuelles perturbations du réseau, a assuré dimanche soir sur RFI le porte-parole du gouvernement Thierry Mongala. L'ONG Internet sans frontières, qui a constaté une chute brutale du volume de données échangées sur le réseau congolais à minuit samedi soir, condamne fermement cette coupure. Pour l'ONG, cela porte atteinte non seulement à la transparence du vote, mais aussi la confiance des électeurs dans le processus et ouvre donc la voie à des contestations. L'Église catholique a émis des réserves sur la transparence du scrutin. Ces observateurs électoraux n'ont pas obtenu d'accréditation. En République démocratique du Congo, le processus de désignation d'un nouveau président de la commission électorale vient d'être enclenché. Les candidatures seront reçues par les confessions religieuses habilitées jusqu'au 9 avril prochain. Le précédent patron de la CENI, très contesté, n'a jamais pris ses fonctions. Reportage. En République démocratique du Congo, la loi charge les 8 confessions religieuses officiellement reconnues de désigner le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce choix doit ensuite être entériné par l'Assemblée nationale avant la nomination officielle par le chef de l'État. Les dossiers devront être déposés au plus tard le vendredi 9 avril 2021, indiquent les confessions religieuses. Tirant leçon des erreurs du passé, le collège électoral précise que cette fois-ci, chaque confession religieuse présentera 3 candidats et le choix se fera à l'unanimité. Mi-2020, le choix d'un successeur au sortant Corneille Nangaa avait provoqué de graves tensions. La conférence épiscopale, la SENCO et l'Église du Christ au Congo, ECC, principale fédération protestante, avaient mis leur veto après la désignation par les représentants des autres religions de Ronsa Malonda, cadre de la CENI sortante, accusé d'avoir fabriqué des résultats des scrutins présidentiels et législatifs de 2018, propulsant Félix Tshisekedi à la présidence, mais donnant le contrôle du Parlement aux partisans de son prédécesseur Joseph Kabila, empêché de se représenter. Le chef de l'État avait refusé de signer officiellement sa nomination et Corneille Nangaa continue depuis de gérer les affaires courantes alors que le mandat des membres de l'actuel CENI a expiré depuis juin 2019. Ce journal se poursuit en Centrafrique. L'ancien président François Bozizé, désormais chef d'un groupe armé, le chef de l'État renversé en 2013, a pris la tête de la coalition des Patriotes pour le changement, le groupe rebelle qui avait voulu renverser l'actuel président Faustin-Archange Touadéra. Les détails. Le porte-parole de la coalition des Patriotes pour le changement a indiqué que François Bozizé avait répondu favorablement à l'appel des 6 groupes armés, membres du Creuset, lui demandant de prendre la tête de la coalition en qualité de coordonnateur général. Mi-décembre, 6 des plus puissants groupes armés qui contrôlaient les 2/3 de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont alliés au sein d'un regroupement, puis ont lancé une offensive contre le régime du président Touadéra. Dès que la coalition avait annoncé marcher sur Bangui le 19 décembre, Faustin-Archange Touadéra avait accusé François Bozizé d'être à la tête de la CPC, ce qu'avait nié le parti de l'ancien chef d'État. Le jour de l'élection présidentielle, Bozizé avait néanmoins apporté son soutien au Creuset et appelé à boycotter le scrutin. Le 4 janvier, une enquête a été ouverte à son encontre, notamment pour rébellion. Malgré des attaques répétées jusqu'aux portes de la capitale, vite repoussées le 13 janvier, les rebelles n'ont pas réussi à empêcher la réélection de Touadéra à l'issue du premier tour de la présidentielle du 27 décembre.
Le 24 février, les forces pro-gouvernementales ont repris le fief de François Bozizé Bossangoa, situé à 280 km au nord de la capitale Bangui. Et puis, 10 ans après la révolution en Tunisie, l'espoir d'un retour à la liberté s'estompe. Les militants de la démocratie font toujours face à une sévère répression policière. Les jeunes dénoncent les centaines d'arrestations, mais l'exécutif a une appréciation différente de la situation. Reportage. Des témoignages saisissants des jeunes militants tunisiens pointent du doigt la police qui serait chargée de réprimer toute voix critique. L'inquiétude a alors gagné le rang des activistes qui craignent de voir la démocratie tunisienne faire un demi-tour sous l'effet de systèmes sécuritaires et judiciaires peu réformés. Dans un espace privé, c'est notre droit de dire nos opinions par rapport à ça. Quand on était arrêté et conduit vers le poste de police, ils ont parlé d'insultes contre les syndicats policiers. En Tunisie, une relation sexuelle hors mariage ou entre deux personnes du même sexe peuvent mener en prison, comme des traces de cannabis dans les urines ou une publication sur Facebook jugée irrévérencieuse. Cela rend vulnérables les jeunes qui s'opposent frontalement aux abus du pouvoir, mais l'exécutif ne voit pas les choses de la même manière. Ce n'est pas une politique de répression. Bien sûr qu'on est en train d'évoluer dans le même sens des libertés et des droits. Mais bien sûr, parce que là, si vous avez un contact avec les magistrats, vous pouvez voir comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce qu'ils sont en train de participer, l'évolution de la jurisprudence. Malheureusement, ce sont les moyens techniques qui freinent un petit peu l'accès à toute cette évolution. 17% des habitants de 18 à 34 ans ont indiqué avoir été arrêtés durant l'an écoulé. Les mauvaises habitudes persistent en raison de l'impunité à laquelle les dirigeants doivent désormais s'attaquer. Je pense qu'il n'est plus possible. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.